Chapitre 55. Monstrueuse représentation de baleines. Je vais peindre pour vous, aussi bien qu'on peut le faire sans toile, quelque chose comme la forme vraie de la baleine telle qu'elle apparaît actuellement aux yeux du baleinier, lorsqu'elle est amarrée au flanc du navire, et qu'on peut aisément poser son pied dessus. Il vaut peut-être la peine de parler auparavant des curieux portraits imaginaires qu'on en a fait et qui jusqu'à ce jour même ont été un défi à la crédulité des terriens. Il est temps de redresser l'opinion en ce domaine, en prouvant que toutes ces représentations de la baleine sont fausses. Peut-être que ces images erronées prennent leur source dans les plus anciennes sculptures hindoues, égyptiennes et grecques, car, depuis ces temps riches en imagination et dépourvus de scrupules, on a représenté le dauphin couvert d'écailles, avec une cotte de mailles digne de Saladin et casqué comme Saint Georges, tant sur le marbre des temples que sur le piédestal des statues, les boucliers, les médaillons, les coupes et les pièces de monnaie. Pareille licence s'est partiellement perpétuée depuis non seulement dans la plupart des représentations populaires des cétacés, mais encore en bien des ouvrages scientifiques. La plus ancienne des images qui prétendent représenter une baleine se trouve dans une grotte d'Éléphanta. Les brahmanes affirment que tous les commerces, tous les travaux, toutes les vocations possibles de l'homme furent préfigurés par les innombrables sculptures de ce temple immémorial, des siècles avant qu'elles ne deviennent réalité. Rien d'étonnant, dès lors, à ce que l'ombre de notre noble profession de baleinier s'y dessina déjà. La baleine hindoue dont nous parlons occupe une paroi isolée où se trouve représentée l'une des manifestations de Vishnu sous la forme du Léviathan, doctement connu sous le nom de Matsya-avatara. Mais bien que cette sculpture soit mi-homme, mi-baleine, que cette partie de baleine soit la queue, cette petite partie se trouve encore être toute fausse. Elle ressemble davantage à l'extrémité effilée d'un anaconda qu'au majestueux éventail de vastes palmes de la queue de la baleine franche. Mais parcourons les musées et regardons la toile d'un grand peintre chrétien. Il n'a pas mieux réussi que l'hindou antédiluvien à représenter ce poisson. C'est le tableau du guide ou Persée sauve Andromède du monstre marin ou de la baleine. Où le guide a-t-il trouvé le modèle d'une aussi étrange créature? Hogarth n'a pas fait mieux avec sa descente de Persée. L'obèse monstre hogarthien ondule à la surface, tirant à peine un pouce d'eau. Il porte sur son dos une sorte de houdan et sa gueule distendue, ornée de défenses et dans laquelle semblent rouler les lames, pourrait être prise pour la porte des traîtres qui mène à la tour par les eaux de la Tamise. Il y a encore les baleines prémices du vieil écossais Sibbald et la baleine de Jonas telle que la montrent les bibles anciennes et les vieux abécédaires. Que dire de celle-là? Quant à la baleine du relieur s'enroulant comme une tige de vigne autour d'un jas d'encre, telle qu'elle est gravée et dorée au dos de bien des livres anciens ou modernes, elle est certes très pittoresque, mais c'est une créature purement fabuleuse, imitée, je pense, de celle qui orne les vases antiques. Bien que le poisson de ce relière soit universellement connu pour être un dauphin, j'insiste pour y voir l'ébauche d'une baleine, car c'est bien ce qu'elle était censée représenter au départ. C'est un vieil éditeur italien qui l'a mis à la mode au XVe siècle, pendant la Renaissance. Or, à cette époque, et même sensiblement plus tard, la croyance populaire voulait que les dauphins fussent une espèce de Léviathan. Dans les vignettes et autres ornementations de livres anciens, vous trouverez de temps en temps de curieux dessins de baleines, où toutes sortes de souffles jaillissent en bouillonnant de son cerveau inépuisable sous forme de jets d'eau, de geysers chauds ou froids, de sources de Saratoga et de Baden-Baden. Le frontispice de l'édition originale du Progrès de la connaissance représente d'étranges baleines. Mais laissons là ces essais d'amateurs pour jeter un coup d'œil aux représentations du Léviathan qui ont la prétention d'être sérieuses, scientifiquement exécutées par ceux qui savent. Dans la collection de voyages du vieil Harris, on peut voir, tiré d'un ouvrage hollandais de 1671, Campagne de pêche à la baleine au Spitzberg, à bord du Jonas dans la baleine, capitaine Peter Peterson, de Frise, quelques planches de baleine. Sur l'une d'elles, les baleines, pareilles à un train de flottage, sont étendues entre des îles de glace, tandis que des ours blancs courent sur leur dos bien en vie. Sur une autre, bévue majeure, la baleine a une queue verticale. Et dans un important un quarto, écrit par un certain capitaine Colnett, capitaine de vaisseau dans la marine britannique, et intitulé « Voyage autour du Cap Horn dans les mers du Sud »,
ayant pour but d'étendre les pêcheries du cachalot. Un hors-texte prétend nous montrer le physéter ou cachalot dessiné à l'échelle, d'après celui qui fut tué sur les côtes du Mexique et halé à bord en août 1793. Je ne doute pas que le capitaine ait fait faire ce portrait véridique pour instruire ses marins. Pour n'en mentionner qu'un détail, permettez-moi de vous dire que, mesuré à l'échelle qui l'accompagne, l'œil d'un cachalot adulte aurait les dimensions d'une baie vitrée de quelques 5 pieds de long. Ah, mon brave capitaine, pourquoi n'avez-vous pas mis Jonas regardant par cette fenêtre? Les plus consciencieuses compilations d'histoires naturelles, à l'usage de l'âge, tendre ne laissent pas de commettre les mêmes erreurs énormes. Regardons cet ouvrage populaire, La nature animée de Goldsmith dans l'édition abrégée, paru à Londres en 1807, on y trouve des planches qui sont censées représenter une baleine et un narval. Je ne voudrais pas paraître inélégant, mais cette vilaine baleine ressemble beaucoup à une truie amputée. Quant au narval, il suffit d'un simple coup d'œil pour s'émerveiller de ce qu'au XIXe siècle, un pareil hippogriffe ait pu passer pour authentique auprès de n'importe quel écolier intelligent. En 1825, Bernard Germain, comte de Lacépède, un grand naturaliste, a publié un ouvrage scientifique dans lequel il propose une nomenclature des baleines où l'on trouve plusieurs représentations des différentes espèces de léviathans. Non seulement elles sont incorrectes, mais encore de la Mysticetus ou baleine du Groenland, c'est-à-dire la baleine franche. Scoresby lui-même, qui avait une grande expérience de celle-ci, déclare qu'elle ne ressemble en rien à celle qu'il a vue. La palme de la maladresse revient à Frédéric Cuvier, homme de science et frère du fameux baron. En 1836, il a publié une histoire naturelle des cétacés, dans laquelle il donne ce qu'il appelle une image du cachalot. Avant de la montrer à Nantucket, tenez-vous prêt à en déguerpir. En un mot, le cachalot de Cuvier n'est pas un cachalot, c'est une courge. Bien sûr, il n'a pas eu la chance de faire une expédition baleinière. De tels hommes ont rarement cette chance, mais nul ne sait ce qui lui a inspiré ce dessein. Peut-être qu'à l'instar de son prédécesseur dans ce domaine, Desmarets, il a puisé ce monstre à la source des dessins chinois. Des tasses et sous-tasses suffisent à nous prouver la verve imaginative de ces Chinois lorsqu'ils ont un pinceau entre les mains. Quant aux enseignes qui se balancent dans les rues devant les portes des marchands d'huile, qu'en dire? Les baleines y ressemblent à Richard III, sont bossues comme des dromadaires, ont un air féroce et déjeunent d'une tarte de matelot, c'est-à-dire d'une baleinière avec tout son équipage, croquent 2 ou 3 hommes et difformes, barbotent dans des mers de sang et de peinture bleue. Mais toutes ces erreurs ne sont pas étonnantes après tout. Pensez-y, la plupart de ces dessins ont été faits d'après des poissons échoués, ce qui équivaut à représenter un navire d'après une épave. Comment dès lors l'échiner brisé, le noble animal aurait-il la fringante fierté de sa coque et de sa mâture? Si les éléphants ont posé en pied jusqu'à ce jour, le Léviathan n'est pas encore sorti de l'eau pour faire son portrait. La baleine vivante, dans toute sa majesté et dans toute sa signification, ne peut être vue que dans les profondeurs insondables. Lorsqu'elle vient en surface, sa quille énorme demeure invisible comme celle d'un vaisseau de ligne dès qu'il a été lancé, et hors de cet élément, il sera à jamais impossible à l'homme mortel de la hisser en l'air tout en lui conservant ses courbes puissantes et son rythme onduleux. Je ne parle pas de la différence de forme qui existe sans aucun doute entre un baleineau à la mamelle et un léviathan adulte et idéal. D'ailleurs, même lorsqu'un de ces nourrissons a été halé sur le pont d'un navire, sa forme est tellement insolite, souple et changeante que le diable lui-même ne saurait la définir. On pourrait penser que d'après le squelette d'un cétacé échoué, sa forme exacte pourrait être évoquée avec justesse. Il n'en est rien, car c'est l'une des caractéristiques les plus curieuses du Léviathan que son squelette ne donne qu'une faible idée de son aspect général. Si le squelette de Jérémie Bentham, qui fait office de candélabre dans la bibliothèque de l'un de ses exécuteurs testamentaires, donne une idée juste d'un vieux monsieur au front solide, nourrissant des idées utilitaires, ainsi que toutes les caractéristiques marquantes dudit Jérémie, les articulations d'aucun Léviathan ne sont susceptibles de pareilles révélations. En fait, comme le dit le grand Hunter, le seul squelette de la baleine a autant de rapport avec l'animal bien en chair que l'insecte avec la chrysalide ronde qui l'émaillote.
la tête le démontrera particulièrement bien, comme nous le verrons incidemment au cours de ce récit. Ces nageoires pectorales en sont aussi une illustration intéressante, leurs os correspondant presque exactement à ceux de la main humaine, poussant moins. Une nageoire pectorale à 4 doigts osseux, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire, mais ils sont enfouis dans leurs vêtements de chair comme les doigts des hommes dans des moufles. Comme le disait un jour Stubb, l'humoriste, si cavalièrement que la baleine nous traite parfois, on ne pourra pourtant jamais dire qu'elle n'y met pas de gants. Pour toutes ces raisons, sous quelque angle que vous envisagiez la question, vous êtes obligé d'arriver à cette conclusion que le grand Léviathan est l'unique créature au monde dont personne ne fera jamais le portrait. Il est vrai qu'un portrait peut être plus ressemblant qu'un autre, mais aucun ne peut prétendre à une exactitude parfaite, de sorte qu'il n'y a aucun moyen de découvrir de quoi a réellement l'air une baleine. La seule manière de vous faire une idée convenable de sa forme vivante, c'est d'aller vous-même à la pêche, et ce faisant, vous ne risquez pas peu d'être défoncé et envoyé par le fond par ses soins. Il me semble dès lors qu'il vaudrait mieux pour vous de n'avoir point une curiosité trop pointilleuse au sujet du Léviathan. Chapitre 56. Représentation moins fausse de baleines et tableau véridique de scènes de pêche à la baleine. À propos des représentations monstrueuses des cétacés, je suis bien tenté d'aborder ici les histoires encore plus aberrantes qu'on peut trouver à leur sujet dans des livres anciens et modernes, en particulier dans Pline, Purchas, Hakluyt, Harris, Cuvier, etc. Mais laissons. Je ne connais que 4 dessins du grand cachalot qui aient été publiés, ceux de Colnet, Huguin, Frédéric Cuvier et Bill. Nous avons parlé dans le précédent chapitre de ceux de Colnet et de Cuvier. Celui d'Huguin est bien meilleur que les leurs, mais celui de Bill est de loin supérieur. Tous les dessins de ce cétacé par Bill sont bons, sauf la figure centrale de 3 d'entre eux, en diverses attitudes en tête de son second chapitre. Son frontispice, des baleinières à l'assaut de cachalots, bien que visant sans doute à éveiller un scepticisme poli dans les salons, est parfaitement exact et donne le sentiment de la réalité. Quelques-uns des dessins du cachalot de Gyros Brown sont joliment corrects mais misérablement gravés. Il n'en peut mais toutefois. Scoresby a donné les meilleurs dessins de la baleine franche, mais ils sont à une trop petite échelle pour produire l'impression souhaitable. Triste lacune, il ne montre qu'une scène de chasse. Or ce sont de telles figurations seules qui, si elles sont à peu près bien faites, peuvent donner quelque idée juste du cétacé vivant tel que le voient ces vivants chasseurs. Mais à tout prendre, et bien que certains détails laissent à désirer, les représentations de baleines et de scènes de chasse de loin, les mieux réussies sont celles qu'en donnent 2 grandes estampes françaises, fort bien reproduites d'après les toiles d'un certain Garneret. L'une illustre l'attaque livrée à un cachalot, l'autre à une baleine franche. La première montre un cachalot dans toute la majesté de sa puissance déployée, émergeant des profondeurs de l'océan juste sous la pirogue et soulevant dans les airs l'épave terrifiante de l'embarcation brisée. La proue presque intacte se balance sur l'échine du monstre et, debout à cette étrave, pour cet unique et incalculable instant, un rameur à demi voilé par le bouillonnement furieux du souffle s'apprête à plonger comme du haut d'une falaise. L'action est admirablement rendue dans sa vérité. La baille à ligne flotte à demi vide sur les flots blanchis, les manches des harpons répandus se dressent sur l'eau, les visages des hommes nageant autour de la baleine expriment la terreur, cependant que dans le lointain orageux et sombre s'avance le navire. On pourrait relever des fautes de détails anatomiques dans ce cachalot, mais passons-les sous silence, car, de ma vie, je n'en pourrais dessiner un aussi bien. La seconde estampe montre une baleinière en train d'aborder le flanc, couvert de coronules d'une grande baleine franche qui roule sa masse noire et moussue dans la mer, comme quelques rocs descendant des falaises de Patagonie. Ses jets sont droits, épais, noirs comme de la suie, de sorte qu'une pareille fumée dans la cheminée inviterait à croire qu'un honnête souper est en train de cuire dans ses entrailles. Des oiseaux de mer picorent de petits crabes, des coquillages et autres bonbons et macaronis marins, pestilence que la vraie baleine porte parfois sur le dos. Pendant tout ce temps, le Léviathan aux lippes épaisses se rue à travers les flots,
laissant un sillage violent et crémeux qui ballotte la pirogue légère comme les roues à aube d'un vapeur le feraient d'un esquif surpris à ses côtés. Ainsi, le premier plan n'est que furieuse agitation, mais au loin, par un contraste d'un art admirable, une mer encalminée délimite un horizon de verre, tandis que les voiles du navire impuissant sont mollement affaissées et que, forteresse conquise, la masse inerte d'une baleine morte porte le drapeau de la victoire flottant paresseusement à la lance plantée dans l'un de ses évents. Qui est ou qui était le peintre Garneret ? Je n'en sais rien. Mais, sur ma vie, ou bien il était familier du sujet, ou bien il fut merveilleusement instruit par un balinier expérimenté. Les Français sont des gars faits pour peindre l'action. Allez voir toutes les peintures de l'Europe, et voyez où vous trouverez une galerie qui vous offre des toiles plus vivantes et animées que celles du triomphal palais de Versailles. Le spectateur s'y ferait son chemin parmi toutes les grandes batailles de France. Toute épée y est aurore boréale, les rois et les empereurs en armes chargent comme des centaures couronnés, et les scènes de combat de Garneret ne seraient pas indignes de figurer à leur côté. Le don qu'ont les Français de saisir le pittoresque est prouvé par les peintures et les gravures qu'ils ont de leurs scènes de pêche à la baleine. Bien qu'il n'ait pas le 10e de l'expérience des Anglais en ce domaine et pas le 1000e de celle des Américains, ils ont néanmoins donné à ces deux pays les seuls croquis achevés évoquant le véritable esprit de la chasse. La plupart du temps, les Anglais et les Américains se sont contentés de dessiner des contours extérieurs tels que la silhouette vide d'une baleine dont l'effet pictural équivaut à peu près à celui que produirait le profil d'une pyramide. Scoresby lui-même, à juste titre célèbre comme chasseur de baleines franches, après nous avoir donné une fort raide image de la baleine franche de la tête à la queue et 3 ou 4 miniatures délicates de narval et de marsouin, nous régale d'une série de gravures classiques de gaffes d'embarcation, de couteaux à émincer et de grappins, puis avec l'application minutieuse d'un Leeuwenhoek, il nous offre l'univers brisé de 96 agrandissements de cristaux arctiques. Je rends hommage à ce pionnier, et je n'ai aucune intention de dénigrer l'excellent voyageur, mais ce fut certainement une négligence de sa part d'omettre, dans une affaire aussi importante, de pourvoir chaque cristal d'une attestation écrite par-devant un juge de paix du Groenland. En plus de celle de Garneret, 2 autres estampes françaises sont dignes d'attention, dont l'auteur signe H. Durand. L'une d'elles, bien qu'un peu hors de notre présent sujet, mérite mention à d'autres égards. La scène se passe aux tranquilles heures de midi dans les îles du Pacifique. Un navire baleinier français, à l'ancre près de la côte, refait paresseusement ses réserves d'eau, ses voiles déferlées et les longues palmes de l'arrière-plan pendent avec la même mollesse dans l'air immobile. L'impression est très bien rendue de l'un des rares moments de repos oriental de ces pêcheurs téméraires. L'autre estampe traite d'une toute autre affaire. Le navire a mis en panne en pleine mer, au cœur même de la vie léviathanesque, une baleine franche amarrée à son flanc comme à une estacade, et l'on procède au dépaissement. Fuyant cette scène de laborieuse activité, une pirogue s'apprête à donner la chasse à des cétacés dans le lointain. Harpon et lance reposent prêts à l'emploi. 3 canotiers ajustent le mât dans son emplanture, cependant, qu'une houle soudaine soulève l'avant de la baleinière à demi dressée sur l'eau comme un cheval cabré. Du navire s'élève la fumée des tourments de la baleine en train de fondre, pareille à celle que ferait tout un village de forgerons, et au vent un nuage noir prometteur de grains et de pluie paraît inviter les marins impatients à se hâter. Chapitre 57. Baleines diversement représentées, en peinture, en ivoire, en bois, en tôle, en pierre, dans les montagnes et dans le ciel. À Tower Hill, en descendant vers les docks de Londres, vous avez peut-être vu un mendiant estropié, un camelot comme disent les marins, tenant devant lui la planche peinte où est représentée la scène tragique qui lui valut la perte de sa jambe. On voit 3 baleines et 3 pirogues. L'une des baleinières, censée contenir la jambe manquante dans son intégrité originelle, est en train d'être broyée entre les mâchoires du cachalot du premier plan. Voilà 10 ans, m'a-t-on dit, que cet homme tient sa pancarte et exhibe son moignon aux passants incrédules. Le temps est venu de présenter sa défense d'après la vérité des faits. Ces 3 baleines sont en tout cas aussi bonnes que celles qui furent jamais vues à Wapping,
et son moignon est aussi indiscutable que les souches des essartages de l'Ouest. Bien qu'à jamais perché sur une jambe, ce pauvre baleinier ne vous contraint pas par des harangues à faire le pied de grue, mais les yeux baissés, il contemple tristement son infirmité. Partout dans le Pacifique, ainsi qu'à Nantucket, New Bedford, Sag Harbor, il vous arrivera de voir des croquis très vivants de baleines ou de scènes de pêche, gravés par les matelots eux-mêmes sur des dents de cachalot ou des baleines de corset, fanons de la baleine franche et bien d'autres articles de pacotille, comme les marins appellent les nombreux et ingénieux ouvrages qu'ils sculptent minutieusement dans la matière brute pendant leurs heures de loisirs en mer. Quelques-uns d'entre eux possèdent des petites boîtes d'un outillage qui rappelle celui des dentistes et destiné spécialement à cet usage, mais en général, ils ne travaillent qu'avec leur couteau de poche, et grâce à cet outil d'usage quasiment universel pour le marin, ils vous feront tout ce que vous voudrez qui relève de l'imagination d'un marin. Un long exil loin de la chrétienté et de la civilisation replace inévitablement un homme dans la condition première que Dieu lui avait assignée, un état qu'on appelle barbarie. Un vrai baleinier est un sauvage au même titre qu'un Iroquois. Je suis moi-même un sauvage, ne devant allégeance qu'au roi des cannibales et toujours prêt à me révolter contre lui. Or, l'une des caractéristiques du sauvage, lors de ses heures passées en famille, c'est sa patience merveilleuse et son application au travail. Un ancien casse-tête ou pagaie-saguée hawaïenne, par la multiplicité et le raffinement de ses sculptures, est un aussi grand trophée de patience humaine qu'un dictionnaire latin. Car ce réseau miraculeux de dessins intriqués ne fut fait qu'avec un morceau de coquillage brisé ou une dent de requin, et coûta des années assidues de persévérance. Tel est le sauvage hawaïen, tel est le matelot sauvage. Avec la même patience admirable, avec la même unique dent de requin, celle de son pauvre couteau de poche, il vous sculptera un os, non point tout à fait aussi habilement que ne le fut le bouclier du grec sauvage Achille, mais aussi chargé et complexe quant au motif, et tout aussi empreint d'esprit barbare et de caractère suggestif que les gravures de ce magnifique sauvage germain, Albert Durer. Des baleines de bois, ou des silhouettes de baleines taillées dans de petits morceaux noirs de ce noble bois de teck des mers du Sud, se trouvent fréquemment dans les gaillards d'avant des navires baleiniers américains, et certaines sont exécutées avec beaucoup de justesse. À la porte d'entrée de quelques vieilles maisons à pignons, à la campagne, vous verrez des baleines de bronze, pendues par la queue, servir de marteau, et lorsque le portier dort la baleine à tête d'enclume, semble la plus apte à l'éveiller. Mais ces baleines heurtoirs pêchent rarement par excès de fidélité. Sur les flèches d'église à l'ancienne mode, des baleines de tôle font office de girouettes, mais elles sont si haut perchées et si bien protégées, à toutes fins utiles, par des écriteaux « défense de toucher », qu'on ne peut les examiner d'assez près pour juger de leur valeur. Dans des régions osseuses, squelettiques de la terre, là où des groupes de rochers fantastiques s'éparpillent dans la plaine, sous les cassures de hautes falaises, vous verrez souvent des formes pétrifiées de léviathans, à demi enfouis dans l'herbe, qui, au jour de vent, brisent contre leurs flancs le ressac de sa houle verte. Puis, dans les contrées montagneuses ou des arènes rocheuses, ceinture presque sans cesse le voyageur. D'ici ou de là, d'un point de vue privilégié, vous apercevrez d'éphémères profils de baleines se dessinant sur les crêtes. Mais vous ne les verrez que si vous êtes un baleinier d'expérience, et qui plus est, si vous voulez retourner à ce point de vue, il faut vous assurer de l'intersection exacte de sa latitude et de sa longitude car, sur ces hauteurs, retrouver un tel endroit nécessiterait une véritable redécouverte, comme il a fallu redécouvrir les îles Salomon qui restèrent inconnues bien que Mendana, engoncé dans sa fraise, les ait parcourues et que le vieux Figueira les ait décrites. Enfin, lorsque l'enthousiasme baleinier vous emporte, vous ne manquerez pas d'en découvrir dans les cieux étoilés, poursuivis par des pirogues, comme des nations de l'Est, obsédées par la pensée de la guerre, virent dans les nuages des armées en ordre de bataille. C'est ainsi que j'ai pourchassé le Léviathan dans le nord, tournant encore et encore autour du pôle, avec les révolutions des points brillants qu'il avait une fois délimités pour moi. Et sous les cieux rayonnants de l'Antarctique, je me suis embarqué sur le navire Argo pour livrer la chasse à la constellation de la baleine.
bien au-delà de l'hydre et du poisson volant. Des ancres de frégates pour mors de bride, des faisceaux de harpons pour éperons. J'aimerais pouvoir enfourcher cette baleine et bondir au-delà de la voûte céleste pour voir si les cieux fabuleux ont bien planté leurs tentes innombrables, plus loin que ne peut porter mon regard humain.